Bon, donc tout d'abord, je remercie le CLANA de m'avoir invité et de me permettre de vous présenter le sevrage thérapeutique au domicile. Alors tout d'abord, l'alcool n'est pas un produit de consommation comme les autres. Il y a une grande méta-analyse qui a été faite il y a environ 2 à 3 ans qui montre que l'alcool est problématique pour la santé dès le premier verre consommé et les problèmes d'alcool liés à l'alcool augmentent considérablement lorsqu'on augmente également sa consommation d'alcool. En effet, ça peut entraîner des cancers. C'est un facteur de risque de cancer jusqu'à 39%. Des pathologies cardiovasculaires. L'alcool entraîne une hypertension artérielle, des troubles du rythme cardiaque et donc favorise la survenue d'accidents vasculo-cérébraux. L'alcool est retrouvé dans les accidents de la route, les rixes, les violences qui conduisent à la survenue de traumas crâniens. On considère que c'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Donc il n'est plus permis de considérer que l'alcool est bénéfique pour la santé. Il est en rien bénéfique pour la santé. Voilà, c'est important quand même de le dire. Et cette grande méta-analyse qui a été faite il y a 2-3 ans le montre bien. Il n'y a absolument aucun bénéfice à consommer de l'alcool. Pour mettre un petit peu plus de poids dans ce que je vais vous dire tout à l'heure sur le sevrage thérapeutique, je voulais vous faire part de cette étude-là qui date de juillet 2024, donc toute récente, une étude française, pour partie faite à Bordeaux, qui a été publiée dans le Lancet et qui montre que le simple fait d'avoir bénéficié d'un sevrage ou d'une réhabilitation à l'alcool lorsqu'on a un trouble de l'usage de l'alcool réduit jusqu'à 40% le risque de survenue d'un cancer. D'accord ? Donc il était prouvé que l'alcool était un facteur de risque de pathologie. Il était important aussi de prouver que les soins qu'on proposait, et en particulier les soins de sevrage, pouvaient être bénéfiques pour la santé. Et c'est ce que démontre cet article et cette étude. Pour entrer dans le vif du sujet et déjà comprendre ce dont on va parler, quelques définitions. En addictologie, le terme de sevrage désigne la courte période qui suit l'arrêt d'un produit ayant entraîné une dépendance. Ce terme est ambigu parce qu'il peut à la fois signifier les symptômes de manque, le syndrome de sevrage, mais aussi il peut signifier la prise en charge spécifique visant à prévenir l'apparition de ces symptômes. Pour rappel, le syndrome de sevrage est l'ensemble des manifestations cliniques symptomatiques qui traduisent un état de manque physique, psychologique ou comportemental dont la gravité est variable. Ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psychoactive consommée de façon répétée et habituellement prolongée ou massive. On voit qu'il existe plusieurs types de sevrage, complet, partiel, brutal, dégressif, façon imposée, préparée, programmée, immédiat, ambulatoire ou en milieu hospitalier, thérapeutique ou non médicalisé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce dont on va parler, c'est le sevrage ambulatoire programmé, c'est-à-dire un sevrage qui se fait au domicile du patient et qui est programmé, c'est-à-dire qui est préparé avec le patient pour que ça se passe bien, pour que le patient soit rassuré et tenter de faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Donc c'est un véritable soin aux patients qui présentent un mésusage avec plus ou moins de critères de troubles de l'usage de l'alcool.
vous présente un schéma pour savoir, de façon très approximative, où se situe le sevrage dans la place des soins. Donc d'abord, il faut diagnostiquer, diagnostiquer le trouble, diagnostiquer la maladie. Donc il faut repérer, donc il faut poser la question. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Voilà, faire une anamnèse, connaître un peu ce qu'il en est. Faire une intervention brève dans le cas d'un repérage précoce et d'une intervention brève, un RPIB. Ensuite, il peut y avoir besoin d'un entretien motivationnel pour favoriser l'accès aux soins du patient. Et si le patient est prêt, qu'il est disposé au changement et dans une volonté d'arrêt de sa consommation, on peut proposer, s'il le souhaite, un soin de sevrage de la substance psychoactive de l'alcool. Donc aujourd'hui, on parle du sevrage, mais comme vous l'a dit le professeur Nubucco, ce n'est pas la seule modalité de soin en addictologie. Par contre, il peut répondre à un désir du patient de vouloir arrêter sa consommation parce qu'il ne se sent pas capable, par exemple, de maintenir, de contrôler sa consommation. D'accord ? Donc il y a eu un changement de paradigme qui veut qu'on soit plus en addictologie à l'écoute du patient dans son désir de ne pas vouloir arrêter complètement sa consommation d'alcool. Mais parfois, on l'entend souvent, de vouloir avoir une consommation comme les autres ou contrôlée. Donc pour favoriser l'accès aux soins, on se doit d'écouter aussi et d'entendre ces patients-là. Et maintenant, il existe des traitements qu'on a vus un petit peu là, qui sont des traitements addictolytiques et qui favorisent parfois la réduction des consommations et qui permettent aux patients de retrouver une consommation contrôlée. Quand ça marche comme ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc on est vraiment dans une décision partagée avec le patient, on est à l'écoute avec lui dans une prise en charge souvent au long cours, c'est des étapes dans la tête, c'est une avancée sur sa volonté de soin, où il en est par rapport à sa pathologie. Et parfois, il va demander à bénéficier d'un sevrage ambulatoire pour arrêter complètement. Quels sont les avantages d'un sevrage ambulatoire par rapport à un sevrage institutionnel ? Déjà, c'est l'accès. C'est plus facile de bénéficier d'un sevrage ambulatoire thérapeutique que d'attendre une place en hospitalisation qui peut être longue. Donc, on peut intervenir beaucoup plus rapidement. C'est éviter une stigmatisation du patient. Nous, on est addictologue et au sein d'une structure hospitalière psychiatrique. Donc, on voit toute la connotation que ça peut avoir pour le patient de venir simplement aux soins pour bénéficier d'un soin en addictologie. Donc, si on va au domicile, voilà, tout ça, c'est beaucoup plus simple. C'est moins cher aussi, ça évite l'hospitalisation. Normalement, le médecin généraliste doit être le pivot de la prise en charge et de la mise en place des sevrages de l'alcool en ambulatoire. Et le patient reste dans son milieu de soins habituel, ce qui peut être un avantage. Si jamais il dysfonctionne trop, c'est vrai que des fois la mise en place d'une hospitalisation permet d'apaiser un peu plus les choses. Alors, ce qu'il faut retenir de cette diapositive-là, c'est que finalement, l'arrêt de l'alcool, dans la grande majorité des cas, se passe bien. Il peut y avoir des syndromes de sevrage légers dans une grande majorité des cas. Et on pourrait ne médicaliser que certaines personnes. Ça, on peut le faire en milieu hospitalier, de surveiller sans forcément mettre un traitement dans un bénéfice-risque. Mais en milieu ambulatoire, on se doit de médicaliser l'ensemble des patients pour lesquels on va faire un sevrage ambulatoire au domicile. Dans l'idéal, la prise en charge s'inscrit dans un projet de soins. Ça, c'est de façon idéale.
dans une évaluation médico-psychosociale préalable, un accompagnement global du patient, un projet élaboré qui permet de s'adapter au mieux au patient, à son désir. Et également, on doit penser à l'après. Certes, on peut faire le sevrage, mais après, comment on va faire pour maintenir l'abstinence? D'accord? Donc tout ça, ça doit être préparé. Souvent, il y a besoin de réassurance, d'explication, que ce soit pour le patient ou pour l'entourage, la famille. Voilà, expliquer, rassurer, accompagner. Tout le monde ne peut pas bénéficier d'un sevrage ambulatoire de l'alcool. C'est important de ne pas faire n'importe quoi, parce que comme on l'a vu, il peut y avoir des syndromes de sevrage graves, et ça peut entraîner des complications extrêmes, on va dire. Donc, quelles sont les contre-indications à prendre en compte? Alors, c'est déjà lorsqu'il y a eu plusieurs échecs de sevrage en ambulatoire. Lorsque c'est répété, que ça ne marche pas, c'est des échecs qui continuent, le patient est toujours en demande, mais on n'y arrive pas. En plus d'être délétère pour le cerveau du fait de faire plusieurs sevrages récurrents, il faut peut-être choisir une autre option. Lorsqu'il présente déjà, lors de ses consommations, le matin, des signes physiques de sevrage importants avant de reprendre sa consommation d'alcool. C'est important de se méfier. S'il a des antécédents déjà dans ses sevrages de délirium tremens ou de crise comiciale, c'est clairement des contre-indications à la mise en place d'un sevrage en ambulatoire. S'il y a une dépendance aux benzodiazépines, il faudra évaluer, parce que si on est dans une codépendance benzodiazépine, alcool, ça peut être problématique, et se lancer dans un sevrage ambulatoire où on met en place des benzodiazépines, ça peut être compliqué. Les contre-indications sont aussi somatiques. Comme je l'ai dit, antécédents de crise convulsive, de délirium de tremens, ce qu'on qualifie de sevrage complexe, de syndrome de sevrage grave, mais également une pathologie somatique grave, décompensée. Il faut quand même être vigilant. On va mettre des benzodiazépines, donc qui vont jouer sur, au niveau respiratoire, avec le risque d'insuffisance respiratoire. Notamment au niveau hépatique également, il faudra quand même être vigilant. S'il y a une ascite, une ictère, une cirrhose décompensée, voilà, il vaudra mieux une surveillance en milieu hospitalier pour s'assurer que l'arrêt de l'alcool se passe dans les meilleures conditions. S'il y a une insuffisance rénale chronique, une insuffisance cardio-pulmonaire pouvant décompenser au moment du sevrage, voilà, il faut quand même être vigilant. Des contre-indications neuropsychiatriques. Alors, au niveau psychiatrique, un syndrome dépressif sévère. Alors, voilà, si le patient est dans les soins, qu'il a clairement identifié que l'alcool est responsable de ce syndrome dépressif, à moins qu'il veuille se suicider dans la minute, c'est possible de prévoir un projet de soins avec lui en passant par l'arrêt de l'alcool. Et on voit souvent que les manifestations dépressives s'améliorent avec l'arrêt de l'alcool. Mais là encore, il faut que l'étayage, ce qu'on met en place, soit suffisamment étayant, mais c'est tout à fait réalisable. Une autre affection psychiatrique décompensée, si jamais il est délirant, voilà, la priorité n'est pas à la prise de la mise en place d'un sevrage ambulatoire. S'il y a également des troubles cognitifs sévères, si le patient ne peut pas se conformer à un protocole, ne comprend pas ce qu'on fait, c'est compliqué. Donc là, ce qu'on a retrouvé, ce que j'ai retrouvé, c'est si modéré, aménagement possible, etc. OK, mais en fait, il faut que le reste tienne quand même la route pour pouvoir avancer dans le bon sens. Le cas particulier de la grossesse, qu'on privilégie en milieu hospitalier, mais si le patient ne veut pas, on est bien. Il est important quand même de pouvoir l'accompagner. Si elle ne veut pas être hospitalisée, on va quand même tenter de mettre en place tous les soins au domicile. C'est possible de réaliser un sevrage ambulatoire d'une patiente enceinte au domicile.
Contre-indications sociales, les personnes isolées qui n'ont pas ou qui ont un entourage familial problématique, ou ayant des jeunes enfants à charge ou complètement désocialisés, c'est un facteur péjoratif pour un sevrage en ambulatoire. S'il y a également d'autres substances à part le tabac et le cannabis, s'il y a par exemple de l'héroïne, des opioïdes, que ce soit médicamenteux ou de l'héroïne, voilà, on va privilégier un autre soin que le sevrage en ambulatoire de l'alcool. L'objectif, c'est de faire en sorte que le sevrage se passe dans la meilleure condition possible pour le patient, c'est-à-dire que ce soit confortable d'arrêter sa consommation d'alcool, que ce soit facile. La théorie veut que si c'est facile, ben, il aura plus tendance à y revenir la prochaine fois. Voilà, on peut imaginer ça. En tout cas, c'est important également, comme on le verra, de faire en sorte que ce soit facile pour lui. Ça veut dire qu'au niveau neurologique, il ne souffre pas. D'accord ? Ça veut dire qu'il est bien, hein, et que l'alcool et le moment du sevrage n'est pas délétère pour sa santé. Éviter le recours à l'hospitalisation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le sevrage, on prive l'organisme d'une substance pour laquelle il était habitué depuis des années et pour laquelle il s'était adapté. Donc, on le prive d'un coup de cette substance et notre corps, il n'a pas les moyens de défense pour faire face. Donc il y a une véritable cascade d'excitotoxicité, des ions glutamate qui rentrent dans les cellules, des neurones qui meurent à ce moment-là, et ça se traduit comment symptomatologiquement? Par un syndrome confusionnel. D'accord ? Et en particulier un délirium tremens qui est un syndrome confusionnel avec des tremblements. Okay ? Il peut y avoir des phénomènes hallucinatoires dans un syndrome confusionnel, une crise convulsive, ça traduit tout ça, une souffrance neurologique bien évidemment. Il y a également à ce moment-là l'importance de mettre en place des vitamines, et en particulier la vitamine B1 qui est fondamentale dans la préservation de nos neurones. Les vitamines, ce sont des substances absolument nécessaires pour notre corps, que notre corps ne peut pas synthétiser, donc il va le chercher à l'extérieur. D'accord ? Les alcooliques absorbent très mal la vitamine B1, la stockent très mal et la diffusent très mal. Et ils en ont besoin pour métaboliser l'alcool, donc il y a souvent des carences en vitamine B1. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir, lors du sevrage et en l'absence de vitamine B1, notamment chez les personnes qui sont dénutries, amaigries, il ne faut pas hésiter à mettre de la vitamine B1, y compris en intramusculaire, il peut y avoir jusqu'à l'apparition d'un syndrome de Gaillet-Verniqueux, et puis s'il n'est pas pris en charge, comme on le voit trop souvent, l'évolution vers un syndrome de Korsakoff qui traduit l'irréversibilité des symptômes amnésiques, qui peut entraîner un handicap très précoce dès l'âge de... des fois pour les plus jeunes de 30 ans, donc c'est quand même assez catastrophique. Donc c'est important, comme je dis souvent, d'atterrir en douceur, de faire en sorte que le cerveau il puisse s'adapter progressivement à l'arrêt d'une substance de l'alcool. Et on utilise pour ça le Valium qui a un effet GABAergique, comme l'alcool, ce qui permet d'apaiser les symptômes, d'éviter la survenue de crises comiciales, en particulier l'évolution vers un pré-DT ou un DT, délirium tremens. Donc le Valium en première intention, mais pour une durée de 7 à 10 jours. D'accord ? S'il n'y a qu'une dépendance à l'alcool, il est absolument inutile de poursuivre les benzodiazépines au-delà de 10 jours. C'est important de comprendre que les benzodiazépines ne sont pas un traitement du trouble de l'usage de l'alcool. Okay ? C'est juste un traitement au moment du sevrage, à cette période-là, pour permettre que le cerveau soit moins en difficulté à ce moment-là et que le patient puisse se sentir le mieux possible.
On y ajoute également de la vitamine B1, ne pas hésiter à mettre un intramusculaire si le patient ne mange pas ou a perdu du poids, et une hydratation de 2 litres par jour. C'est important également qu'il y ait une coopération entre le médecin généraliste, les infirmières libérales, pour aller dans le même sens. Donc il faut être quand même un minimum formé, avoir une connaissance en addictologie, en alcoolologie et dans ce qu'est un sevrage de l'alcool. À Limoges, au CH Esquirol, on a la chance d'avoir développé une unité de sevrage en ambulatoire qui permet aux médecins généralistes de ne pas se sentir seuls lorsqu'ils ont une problématique alcool et une demande de sevrage. C'est de pouvoir intervenir, coordonner les soins, favoriser les bonnes pratiques, rassurer les soignants et les soignés, travailler avec les familles également pour avoir une place adaptée lors du sevrage, faire tout un travail de compréhension de la pathologie, du sevrage, de la pathologie alcoolique. Donc l'unité de sevrage ambulatoire peut réaliser aussi des sevrages ambulatoires programmés lorsque les médecins qui ne sont pas suffisamment formés ou n'ont pas le temps, on voit bien les médecins généralistes sont surchargés, c'est une réalité, ils peuvent nous adresser les patients. Donc ils peuvent ne pas craindre, faut dire les choses telles qu'elles sont, d'aller demander à leurs patients s'ils consomment ou pas de l'alcool. Ils peuvent aller rechercher les addictions, ils savent que derrière, on pourra proposer des soins, ce qui est vachement important, ça les rassure, et c'est important de pouvoir le faire. Alors des fois, ils nous les adressent, ce n'est pas pour un sevrage, mais peu importe, ils accèdent aux soins. On les a, ils nous voient, ça permet de dédiaboliser, de voir qu'on les accueille gentiment, c'est déjà pas mal. Donc après, ils y reviennent beaucoup plus facilement. C'est vraiment une porte d'accès pour ces patients. Donc on peut aussi intervenir lors des sevrages, lorsqu'un médecin généraliste a initié le traitement, initié le suivi. On peut permettre la coopération avec une infirmière qui se déplace au domicile, qui coordonne les soins avec des feuilles de surveillance, etc. Des fiches thérapeutiques aussi pour les infirmières, pour les médecins. Voilà, on a mis en place tout un tas de choses. Ou ça peut être simplement des conseils, un accompagnement, un coup de fil, voilà, d'un médecin, d'un infirmier qui est confronté ou qui a mis en place un sevrage, qui se questionne sur la posologie. Voilà, on est là pour ça, pour privilégier les bonnes pratiques par rapport à la réalisation du sevrage. Et puis également, on participe à la formation, à la réalisation de sevrages ambulatoires programmés. Or, lorsqu'on intervient, lorsqu'un médecin nous adresse une demande de sevrage, on propose au patient, on s'y rend au domicile, on l'appelle, on se rend au domicile et on lui propose un programme de sevrage en ambulatoire, on fait une évaluation et on propose donc un sevrage ambulatoire programmé, le sevrage en tant que tel, et aussi une prise en charge par la suite d'1 mois environ d'aide au maintien de l'abstinence, parce qu'à ce moment-là où on arrête la substance, le mois d'après, les jours d'après, sont déterminants dans la prise en charge. Il se passe énormément de choses à ce moment-là. On peut prendre en charge notamment les comorbidités psychiatriques. On voit également que l'adaptation, l'environnement, comment ça se passe, etc. Donc il y a besoin d'être là à ce moment-là pour favoriser le maintien de l'abstinence, prendre en compte les envies qui peuvent persister même au-delà de l'arrêt et du sevrage de l'alcool. Ce n'est pas parce qu'on est sevré qu'on n'a pas d'envie. Voilà, on est après dans la phase de maintien de l'abstinence à l'alcool. Donc, à ce moment-là, on peut mettre des traitements, par exemple, d'aide au maintien de l'abstinence, mais aussi des antidépresseurs. Si on se rend compte qu'il y a une véritable symptomatologie dépressive, des antipsychotiques, si le patient s'avère psychotique, schizophrène, trouble délirant, c'est possible. Après, voilà, l'alcool, on l'enlève, il y a du changement. Donc il faut être là pour savoir faire les choses, accompagner, pour éviter certes la rechute, mais faire en sorte que le patient se sente le mieux possible. Depuis 2017, il y a plus de 600 programmes de sevrage ambulatoire, de SAP réalisés.
On n'a pas eu recours à des réanimations. Voilà, et on se rend compte que c'est un accès aux soins qui est privilégié pour les femmes. On a dans notre, alors c'est pas de la phylactie, mais comme patients qui ont bénéficié de ces soins, environ 30% de femmes, alors qu'en milieu hospitalier, on se rend compte que c'est plus de l'ordre de 10%. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir qu'on touche un public différent qui est celui public féminin, donc c'est très important à prendre en compte. Voilà les documents de demande de sevrage où on commence à débrouiller un petit peu le terrain pour que le médecin généraliste puisse voir avec le patient quelques éléments. On a développé des documents qui sont disponibles au secrétariat de l'unité de sevrage ambulatoire. On vous envoie très facilement par mail ou par courrier. Voilà, des fiches pour le patient, pour l'entourage, des fiches pour les infirmières lors du sevrage pour savoir quoi faire, mais également pour le médecin pour être guidé à ce moment-là. Voilà la plaquette, notre numéro de téléphone. Et on est disponible voilà, pour les patients et les soignants du département de la Haute-Vienne.